Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les politiques économiques. Donc on va étudier les situations où les États interviennent dans l'économie pour essayer d'influencer l'activité économique et puis donc ce qui se passe dans un pays. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des États qui sont interventionnistes, c'est-à-dire qu'en plus de satisfaire les domaines régaliens, ils vont essayer de faire des politiques économiques pour par exemple réduire le chômage dans leur État. Donc pour ces pays-là, eh bien, effectivement, ils adoptent des politiques économiques qui ont 4 objectifs principaux qu'on appelle les 4 objectifs du carré magique de Cantor. Ces 4 objectifs sont les suivants. Il faut qu'on ait une inflation qui soit modérée, c'est-à-dire une hausse des prix qui ne soit pas trop forte, de l'ordre de 2%. Deuxième objectif, il faut que le chômage soit le plus faible possible. Troisième objectif, le fait que la croissance économique soit la plus élevée possible, c'est-à-dire l'évolution du PIB dans le temps. Et enfin, on veut un équilibre extérieur, c'est-à-dire qu'il y ait autant d'exportation que d'importation. Bon, comment est-ce qu'on peut arriver à ces objectifs? Eh bien, selon la situation, selon la conjoncture de notre pays, on va adopter donc des politiques économiques. Ces politiques économiques, elles peuvent être de deux types. Vous avez les politiques sur le long terme, qu'on appelle les politiques structurelles, et les politiques sur le court terme, qu'on appelle les politiques conjoncturelles. Donc, ce que je dis à mes étudiants, un bon moyen de s'en souvenir, c'est que les politiques de court terme, elles commencent par un C, comme les politiques conjoncturelles. Alors, dans le détail, ces politiques conjoncturelles, eh bien, il y en a de deux sortes. Vous avez tout d'abord les politiques budgétaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État, il a un budget. Chaque année, il a un budget qui est à la fois donc, composé de recettes et de dépenses. Les recettes de l'État, c'est l'argent qu'il gagne chaque année. Donc, comment est-ce que l'État gagne de l'argent? Eh bien, il gagne de l'argent grâce aux impôts, aux taxes et aux cotisations. Donc, par exemple, l'impôt sur le revenu que payent les ménages, eh bien, ça va faire partie des recettes de l'État. L'État, il a aussi des dépenses. Donc, par exemple, il dépense de l'argent pour les services publics, pour payer les fonctionnaires. Et donc, si on ajuste ce budget de l'État, c'est-à-dire si, par exemple, on augmente les dépenses ou si on les réduit, si on augmente les impôts ou si on les réduit, on va peut-être pouvoir influencer l'économie de notre pays. Et donc, du coup, les deux choses que l'on peut faire, c'est soit une politique budgétaire de relance, soit une politique budgétaire de rigueur. Première possibilité, donc la politique budgétaire de relance. Celle-là, elle va consister à relancer l'activité économique. Donc, c'est quand un gouvernement constate que, par exemple, les ménages ne consomment pas assez, les entreprises n'investissent pas assez. En quoi ça consiste? Eh bien, vous allez, d'une part, baisser les impôts, et d'autre part, augmenter vos dépenses. Quel va être l'impact de ces mesures? Eh bien, comme vous avez baissé les impôts et les taxes, eh bien, vos ménages, ils auront plus de revenus disponibles. Ils vont donc pouvoir davantage consommer, et de même pour les entreprises qui vont davantage pouvoir investir dans, par exemple, des machines. Donc, quand vous faites ça, du coup, vous augmentez votre activité économique. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous allez du coup augmenter l'inflation. Et ça va pouvoir créer un risque parce que, comme je vous le rappelle, on veut une inflation modérée qui soit de l'ordre que de 2%. Deuxième possibilité, vous pouvez mettre en place une politique budgétaire de rigueur ou de stabilisation. Les deux termes sont possibles. Dans ce cas-là, vous allez d'une part augmenter les impôts et d'autre part réduire vos dépenses. Quel est le but de cette mesure? C'est déjà de calmer l'activité économique. Si jamais vous constatez qu'il y a trop d'inflation, vous pouvez adopter cette politique de rigueur pour essayer de la ralentir. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous allez réduire votre activité économique et donc réduire votre croissance puisque vous allez baisser la consommation et l'investissement des ménages. En effet, quand vous augmentez les impôts, du coup, vos ménages et vos entreprises, elles auront moins de revenus disponibles. Pourquoi est-ce qu'une politique de rigueur elle peut être intéressante? D'une part, déjà pour réduire l'inflation, et puis aussi pour faire attention à la dette. Un pays, s'il fait trop de déficits plusieurs années consécutives, il va être endetté, il va devoir emprunter de l'argent pour pouvoir dépenser dans son budget. Donc, il faut qu'un État fasse attention à la tenue de son budget, et donc pour ça, il peut parfois adopter des mesures de politique budgétaire de rigueur. Donc, on en a fait le tour pour les politiques économiques de type budgétaire. On va maintenant étudier le deuxième type de politique économique conjoncturelle, qui est la politique monétaire. Alors là, cette fois-ci, ce n'est pas les États qui vont les mettre en place, c'est ce qu'on appelle les banques centrales. Il faut savoir que les banques que vous connaissez, les banques commerciales, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, la Banque Populaire, etc., ces banques, elles ont une sorte de chef qui s'appelle la Banque centrale. Donc la Banque centrale, c'est une sorte de patronne des banques. Comment fonctionne une banque centrale? Eh bien,
elle a ce qu'on appelle un taux directeur, c'est-à-dire que, comme les banques normales, elle a un taux d'intérêt. Et ce taux directeur, eh bien, les autres banques vont être obligées de le suivre. Donc si par exemple, la Banque centrale décide d'augmenter son taux directeur, les autres banques vont devoir augmenter leur taux d'intérêt. Et du coup, grâce à cet instrument, eh bien, les banques centrales vont pouvoir influencer l'économie de certains pays. Donc là encore, deux possibilités. Soit la Banque centrale pratique une politique monétaire de relance. Dans ce cas-là, elle va devoir baisser son taux directeur. Qu'est-ce qui va se passer quand on baisse le taux directeur d'une banque centrale? Eh bien, les banques commerciales, les banques normales, vont aussi baisser leur taux d'intérêt. Et ça va avoir pour conséquence d'augmenter la consommation et l'investissement. Pourquoi? Comme le taux d'intérêt est plus bas, l'emprunt devient plus intéressant. Et donc, les entreprises et les ménages vont pouvoir davantage faire d'emprunts pour faire des grosses consommations. Et d'autre part, en plus, l'épargne devient moins intéressante. Donc, la majorité de l'argent va servir à nourrir l'activité économique. Donc, ça va relancer l'activité économique. Inconvénient, ou en tout cas conséquence de cette politique monétaire de relance, c'est que ça va augmenter l'inflation. Deuxième possibilité, la Banque centrale constate par exemple qu'il y a trop d'inflation dans un pays donné. Elle va donc pratiquer une politique monétaire de stabilisation ou de rigueur. Encore une fois, les deux termes sont possibles. Dans ce cas-là, elle va augmenter son taux directeur, ce qui va provoquer l'augmentation des taux d'intérêt des banques classiques. Et cette mesure va faire que la consommation et l'investissement vont chuter. Pourquoi? Parce que comme le taux d'intérêt aura augmenté, l'emprunt deviendra plus coûteux, ce qui va dissuader certains ménages et certaines entreprises de faire des achats qui sont particulièrement coûteux. L'avantage aussi de cette politique de stabilisation, ça va être de réduire l'inflation. Donc encore une fois, si jamais la Banque centrale constate qu'il y a trop d'inflation dans un pays, ce type de politique monétaire va être adapté pour calmer l'inflation et revenir à un niveau modéré de hausse des prix. La limite principale de la politique monétaire, en tout cas en zone euro, c'est que, eh bien, il faut savoir que les 19 pays membres de la zone euro, ils ont tous la même banque centrale. Normalement, c'est chaque pays a sa propre banque centrale, mais là, la BCE, dans la zone euro, elle mène la politique monétaire pour les 19 pays différents. Alors, quelle est la limite principale de cette mesure? C'est que, évidemment, on est tous dans des situations économiques différentes. Par exemple, la situation économique de la France n'est pas la même que celle de l'Allemagne. Donc, bien souvent, le taux d'inflation de ces différents pays ne va pas être le même. Par exemple, je ne sais pas, il peut arriver que la France ait 5% d'inflation et l'Allemagne 0% d'inflation. Du coup, quand la Banque centrale européenne va décider soit de faire une politique monétaire de relance, soit de stabilisation, eh bien, cette mesure va profiter à certains pays et en désavantager d'autres. Par exemple, si je reprends ce que je vous ai dit précédemment, j'ai une Allemagne qui est donc à 5% d'inflation, pardon, j'avais pris la France à 5% d'inflation et l'Allemagne à 0%. Bon, la France veut donc réduire son taux d'inflation, l'Allemagne veut l'augmenter. Imaginons que la politique monétaire soit une politique monétaire de relance. Ça va donc profiter à l'Allemagne, ça va permettre de s'approcher des 2% d'inflation. Par contre, ça va encore aggraver l'inflation qui se trouve en France. On va passer de 5% à peut-être 7%. Donc, vous voyez que l'inconvénient majeur de la Banque centrale européenne, c'est que comme elle dirige 19 pays différents, une même politique monétaire va avoir des impacts positifs pour certains États et négatifs pour d'autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement des politiques économiques et je vous donne donc rendez-vous pour une autre vidéo qui va être par rapport aux politiques sociales.